I believe there is nothing more urgent than mass migration. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? And I'm going to fix it, and I'm going to fix it very fast. On the illegal immigrants that will be taken out of the country, as you know, we're going to be taking them out, and if they come back, we have laws that will be immediately enacted where they serve 10 years in prison, they won't come back, and if that's not long enough, we'll have to do something else. Les apports étrangers sont positif pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Le grand problème aujourd'hui, c'est une tension entre la démocratie et l'état de droit. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a posté le 15 février dernier sur le réseau social appartenant au multimilliardaire qui s'est illustré en faisant un double salut nazi le jour de son investiture, un message affirmant, ouvrez les guillemets, « Celui qui protège son pays ne viole aucune loi ». Il s'agissait, comme l'ont relevé plusieurs journaux, d'une citation d'une phrase attribuée au fameux démocrate Napoléon Bonaparte. Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration une des priorités de son mandat, n'est pas le premier à convoquer cette référence. Dans l'abject manifeste de 1500 pages qu'il avait rédigé avant d'assassiner 77 personnes en Norvège en 2011, le terroriste néo-nazi Anders Breivik l'avait également cité. En la reprenant à son compte, Donald Trump, à qui personne ne pourra faire le reproche d'avoir dissimulé ses intentions, indique très clairement qu'il va continuer, comme il l'a toujours fait, à transgresser les lois américaines et internationales, et que pour lui, cette violation programmée est tout à fait justifiée, puisqu'elle est donc perpétrée au nom du sauvetage de son pays. Venant d'un personnage qui collectionne les casseroles judiciaires, et dont l'une des premières initiative après sa réinstallation à la Maison-Blanche a été de gracier des centaines de néo-nazis violents condamnés pour avoir attaqué le Capitole le 6 janvier 2020, un tel credo n'est pas complètement surprenant. Vous allez découvrir les images des premières libérations qui ont eu lieu dans le courant de la nuit. Certains des condamnés du 6 janvier sont d'ores et déjà libres. Mais en décrétant ainsi que pour lui la fin justifie tous les moyens illégaux, il énonce assez distinctement que son projet politique est de fait un projet de type fasciste, où plus personne ne pourra compter pour échapper à sa fureur sur la protection des lois. C'est bien sûr extrêmement inquiétant, et ça l'est d'autant plus que Trump n'est pas seul à considérer qu'il peut s'affranchir de toutes les règles de droit. En France, notamment, d'éminents personnages semblent partager les mêmes dispositions à l'autoritarisme brutal et considèrent eux aussi que certaines lois plus ou moins protectrices sont des obstacles qui doivent être éliminés, même si ces éminences n'en sont pas encore tout à fait au point où elles l'expriment aussi crûment que le président états-unien. C'est le cas par exemple de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de François Bayrou après avoir été celui de Michel Barnier. On se rappelle que cet idéologue, dont l'extrême droite a très tôt et très justement relevé qu'il tenait exactement les mêmes discours qu'elle, avait proclamé au mois d'octobre dernier, quelques jours après sa nomination, que l'état de droit n'était, je cite, ni intangible ni sacré. Devant le tollé suscité par cette déclaration, Retailleau était ensuite revenu sur ses propos, pour expliquer en substance qu'en disant que l'état de droit n'était pas intangible, il ne voulait absolument pas dire que l'état de droit était intangible, qu'on l'avait donc mal compris, et qu'il n'avait, ouvré les guillemets, « À aucun moment j'ai voulu abolir l'état de droit. À aucun moment. J'ai simplement dit qu'il fallait déplacer le curseur dans l'état de droit, comme vous l'avez fait, comme nous l'avons fait au moment du terrorisme et au moment du Covid. » Le problème est que plusieurs mois plus tard, il continue à répéter dans la presse et les médias réactionnaires qui lui offrent régulièrement des tribunes, et comme il l'a encore fait dimanche dernier sur une chaîne du groupe Bolloré, que ce qu'il appelle la tension entre la démocratie et l'état de droit, ou la tension entre un état de droit et la souveraineté populaire, en particulier sur le sujet de l'immigration, constitue selon lui, je cite toujours, un grand problème. Le grand problème aujourd'hui, c'est une tension entre la démocratie et l'état de droit.
et j'avais suscité une polémique. Mais je le dis, il y a des règles aujourd'hui qui protègent beaucoup plus les auteurs qui peuvent être dangereux que la société française. Alors il faut les changer. Pour ce propagandiste qui continue donc à dire ce qu'il dit qu'il ne dit pas, le mal démocratique en Occident vient de ce que les dirigeants ne suivent plus les aspirations de leur peuple, et il estime que pour remédier à ce qu'il présente ainsi comme un déficit démocratique, il faudrait par exemple organiser en France un référendum sur l'immigration pour, je cite toujours, redonner une vigueur à la souveraineté nationale. Ouvrons ici une courte parenthèse pour relever que lorsqu'il a accepté un ministère dans un gouvernement qui devait son existence à la confiscation pure et simple du résultat des dernières élections législatives, dont nous ne devons surtout pas oublier qu'elles ont été remportées par la gauche, Bruno Retailleau était beaucoup moins attaché au respect de la souveraineté populaire, telle qu'elle s'exprime notamment dans le suffrage universel. Fin de la parenthèse. Dans le monde réel, naturellement, et à l'inverse de ce que répète mensongèrement Bruno Retailleau depuis son installation au ministère de l'Intérieur, l'état de droit, loin de constituer une menace antidémocratique, est au contraire une des conditions de notre démocratie et de notre vivre ensemble, comme l'a très justement rappelé au mois de juin 2024 le vice-président du Conseil d'État, qui n'est pas exactement un gauchiste exalté, avant de préciser, je cite toujours, que l'état de droit était avant tout une garantie de vie en commun, indiquant que le droit s'impose à tous, sans exception, tout le temps, et pas uniquement quand cela nous arrange. Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur de François Bayrou, lorsqu'il décrète, comme il l'a aussi fait dimanche dernier chez Bolloré, que l'échafaudage juridique ligote l'État régalien, tient donc à peu près le même discours que Donald Trump, puisque ces deux personnages partagent la conviction que l'État doit s'émanciper des règles fixées par le droit et s'en remettre plutôt à un prétendu gros bon sens populaire pour faire preuve notamment de toujours plus de brutalité et de férocité à l'égard des migrants. Mais certains voudraient nous vendre des règles comme faisant partie de l'état de droit. Or, ça n'est pas un cadre juridique qui nous vende, c'est un cadre idéologique. Et je pense que demain, mais ça ne peut être tranché qu'en 2027, la grande question, c'est est-ce qu'on redonne à la souveraineté nationale populaire une vigueur? Est-ce qu'on écoute notre peuple? Ou est-ce que on fait comme avant et on se laisse finalement, on organise notre propre impuissance. Je le vois tous les jours. Bien évidemment, les aspirations du peuple, comme les appelle Bruno Retailleau, sont ici un prétexte permettant de justifier toujours plus de surenchères xénophobes. Dans le monde réel, en effet, comme l'a encore vérifié le Conseil économique, social et environnemental lors d'une enquête dont les résultats ont été publiés au mois d'octobre dernier, les Français, interrogés sur les 3 thèmes qui les préoccupent le plus, ne sont que 18%, c'est-à-dire 2 sur 10 environ, à avoir cité l'immigration, qui n'arrive que très loin derrière leur santé et leur pouvoir d'achat dans le classement de leurs principales préoccupations. Mais très curieusement, le ministre de l'Intérieur, trop occupé sans doute à ovationner François Bayrou quand celui-ci reprend à son compte le mensonge xénophobe selon laquelle la France serait menacée par une submersion migratoire, ne propose jamais d'organiser un référendum sur la santé ou sur le pouvoir d'achat, qui sont pourtant les 2 principaux sujets d'inquiétude de ces Français dont il prétend vouloir mieux prendre en compte les aspirations. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. Il est vrai qu'en 2023, cet excellent ami du peuple, dénonçant ce qu'il appelait le laxisme budgétaire du gouvernement de l'époque, expliquait qu'il souhaitait notamment une augmentation de 50 centimes à 1 euro des franchises médicales sur les médicaments, mesure évidemment défavorable aux ménages les plus pauvres, et qu'il voulait remettre 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie dans la fonction publique, et souhaitait donc pénaliser financièrement les fonctionnaires les plus modestes ayant le mauvais goût de tomber malade. Et il est vrai aussi que son parti, les Républicains, préconise en même temps qu'une nouvelle réduction des charges pesant sur un patronat qui est littéralement gavé de centaines de milliards d'euros d'aides publiques, une baisse de 11 milliards et demi d'euros des dépenses liées aux aides sociales accordées aux Français les plus fragiles, ceux donc dont le pouvoir d'achat est le plus faible. Ce parti propose donc, pour le dire plus simplement, de réduire encore les oboles consentis aux ménages les plus fragiles, qu'il présente systématiquement comme de l'assistanat. On comprend dans ces conditions que le ministre de l'Intérieur, parfaitement conscient qu'un référendum sur le pouvoir d'achat risquerait d'attirer l'attention sur cette conception toute particulière du respect de ce qu'il appelle la souveraineté populaire, préfère rester sur le terrain de la xénophobie, où il ne risque pas d'être pris en défaut, et qui lui permet de suggérer que pour sauver la France d'une prétendue submersion migratoire, il faudrait revoir l'état de droit. Le trumpisme, chez nous aussi, se porte à merveille. Merci d'avoir suivi cette chronique. À jeudi prochain. Je pense que ce que je choisirais d'abord et avant tout, c'est le référendum. C'est le référendum parce que la décision d'un référendum s'impose aux juges,
parce que aujourd'hui, notamment sur l'immigration, c'est la façon de renouer avec le peuple.